Bonjour à tous, je suis Caroline de Rubiana je vais vous parler de sécurité des données. Euh, alors bien sûr sous l'angle Big Data, mais aussi sous l'angle étudiant. Je pense que c'est important de se positionner de ce point de vue-là également. Donc on a d'abord, je vous propose un petit quiz déjà pour commencer à aborder différents sujets, un peu à brûle-pourpoint, et puis après je ferai la présentation. Alors, je vois vos votes, hein, donc je ne sais pas si… Johanna, est-ce que tout le monde voit les votes ou pas? Oui, D'accord, très bien. Non, c'est juste pour que savoir. les résultats viennent d'être partagés. D'accord, très bien. Donc voilà, donc c'est intéressant parce qu'en fait, votre réflexe, alors l'estimation, en fait, elle est à 62%. Mais vous voyez, votre réflexe, c'est 81% et justement, vous êtes des jeunes et donc ça veut dire que votre réflexe, c'est de vous informer sur les réseaux sociaux. Donc, disons que c'est quelque chose d'assez intéressant parce que ça veut dire que c'est un changement complet de fonctionnement par rapport aux générations un peu plus âgées. Donc, ça change beaucoup de choses par rapport au numérique, par rapport à à la façon dont on s'informe. Et aussi, ça veut dire qu'il faut qu'on mette des choses en place et l'État est en train de le faire pour s'assurer que cette information qui passe sur les réseaux sociaux soit la bonne. Parce que malheureusement, il y a quand même beaucoup de désinformation qui passe sur les réseaux sociaux. On peut passer à la question suivante. D'accord. Donc, c'est bien. Enfin, alors, c'est une question, vous l'avez compris, qui était un peu dans la lignée de la question précédente. Je vous parlais de désinformation et vous êtes au courant, hein, on le voit assez dans les médias, beaucoup de fausses informations circulent. Et c'est un nouveau comportement puisqu'il y a beaucoup d'informations qui nous tombent dessus par différents médias. Il y a les jeunes se méfient un peu des médias traditionnels. Euh, alors ça, c'est pas ma partie, donc je ne veux pas forcément commenter cette partie-là. Mais il se trouve qu'il a fallu justement mettre en place des systèmes de lutte contre la désinformation. Donc, effectivement, le fact-checking, c'est le fait de lutter contre la désinformation, pardon. Et c'est essentiellement des groupes de journalistes qui enquêtent et qui cherchent à donner, à se poser la question par rapport à une information qui est passée et à donner les arguments pour ou contre cette information. Des fois, c'est ni blanc ni noir, ça peut être quelque chose qui est un peu intermédiaire avec de l'interprétation. Voilà. Mais donc, le fact-checking, c'est la lutte contre la désinformation. Bon, je vois que vous connaissez un petit peu quand même les mots-clés, surtout que j'ai été un peu
enfin, je vous ai mis un petit piège entre guillemets, c'est que je vous ai mis le terme français. Et en général, vous entendez parler de ransomware et pas de rançongiciel, mais nous, on aime bien utiliser la terminologie française. Et donc, effectivement, l'intrus, c'était rançongiciel puisque c'est une attaque et que le firewall et l'antivirus sont des systèmes de protection. Alors, donc là, on est sur des techniques qui sont justement proposées par la CNIL et par différents services pour la protection des données personnelles. Donc là, on est un peu sur un aspect particulier, mais qui, je pense, pour vous est important. Et en fait, il y a une technique de l'heure numérique, de l'heure comme l'heuré, pour qu'on soit moins tracé sur Internet. On va l'aborder tout à l'heure. Il y a énormément de surveillance pour connaître nos façons de nous comporter, d'acheter, les endroits où on va. Alors, c'est vrai qu'en général, l'objectif premier, c'est de pouvoir nous vendre des choses, savoir exactement quels sont nos besoins pour nous pousser des bonnes publicités pour qu'on soit tenté d'acheter. Sauf que ça a un effet négatif, c'est qu'on est dans une espèce de surveillance généralisée. Hein. Les GAFA sont régulièrement épinglés par rapport à ça. Et le terme exact, c'est obfuscation. Voilà. Alors, oui, tout à fait. C'est faux. Alors, après, tout dépend de l'information, mais malgré tout, à partir du moment où vous répondez à un message d'hameçonnage, il y a de fortes chances que vous ayez donné des informations importantes, particulièrement des informations bancaires. Donc, hameçonnage, c'est phishing, hein, on est d'accord, c'est pareil. Hein, j'ai tendance à mettre le vocabulaire français et souvent dans les médias, vous allez voir le mot anglais. Mais voilà, donc effectivement, vous pouvez porter plainte, d'autant plus s'il peut y avoir un préjudice, particulièrement un préjudice financier. Et malheureusement, c'est ce que les gens ne font pas assez. Ce n'est pas du tout un réflexe pour les personnes d'aller porter plainte concernant les crimes du numérique, j'ai envie de dire. Ah bah c'est très bien. Là, ça me fait plaisir de voir la réponse. Maintenant, est-ce que vous le faites vraiment dans la vraie vie? C'est toute la complexité. Parce qu'effectivement, utiliser un mot de passe différent pour chaque service, c'est assez compliqué, mais c'est effectivement la recommandation. Parce que même si vous avez un mot de passe très sécurisé, vous n'êtes pas à l'abri que le système auquel vous avez confié ce mot de passe sécurisé, lui, soit piraté. Et si lui, il est piraté, et ben même si vous avez fait attention, votre mot de passe va quand même être récupéré par des pirates. Et donc, la première chose qu'ils vont essayer de faire, c'est de tester ce mot de passe sur d'autres services. Donc, c'est pour ça qu'on conseille d'utiliser un mot de passe différent par compte, de façon à ce que s'il y a une faille de sécurité, s'il y a
une récupération de données même à votre insu, enfin, dont vous n'êtes pas l'origine, eh bien, il n'y ait pas de risque pour les autres comptes. Donc, c'est très bien parce que ça veut dire que vous connaissez tous la CNIL, enfin, presque. Donc, la CNIL, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui a été créée en 1978 au moment de la création de la loi informatique et liberté qui maintenant est intégrée dans le règlement européen, le RGPD, dont vous avez donc entendu parler. Donc, l'objectif de la CNIL, c'est de protéger nos données personnelles. Donc, ça, c'est très important. Mais l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, est aussi très importante puisque l'objectif de l'ANSSI, c'est la sécurité des données plus généralement et la sécurité des données des entreprises, de tout ce qui est important pour notre économie, pour nos vies personnelles. Donc, les deux acteurs sont importants pour la sécurité. Bon, APT35, c'est un groupe de hackers, donc je ne suis pas sûre qu'ils vous aident à vous informer. Bon, là, je vous ai mis un petit piège, mais bon, je trouve ça intéressant que vous vous posiez la question. Et puis après, il ne faut pas non plus être… Enfin, il n'y a pas d'obligation de savoir exactement comment fonctionnent toutes ces attaques, enfin, tous ces outils, parce que ça, c'est des outils pour attaquer. Hein. Une attaque, c'est quelque chose d'un peu plus complexe. Mais en fait, un logiciel malveillant qui s'intègre dans un programme légitime, c'est un virus. Le cheval de Troie, c'est un programme malveillant qui prend l'apparence d'un programme légitime. Bon, je suis d'accord, il y a une petite subtilité, mais voilà. Et inverse, c'est un programme qui se réplique sur le réseau et qui souvent, le virus, justement, va essayer d'intégrer un système de verre. Et le Viper, c'est vous connaissez les ransomware, donc les rançongiciels. Le Viper, c'est un rançongiciel qui est là pour détruire, en fait. Enfin, c'est-à-dire que ce n'est pas un rançongiciel. Même s'il demande une rançon, en fait, on ne peut pas payer la rançon et l'objectif est de détruire les données. Bah oui, c'est tout à fait ça. C'est le 8e pays le plus touché par des cyberattaques. Donc, ça montre bien que vous êtes… Alors, bien sûr, c'était difficile qu'on soit le 3e parce qu'il y a d'autres pays qui sont énormément visés. Mais malgré tout, on voit qu'en tant que 8e pays, on est quand même
très ciblé pour différentes raisons, hein, pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons de compétences et de capacité, enfin, de propriété intellectuelle. Donc, mais en tout cas, voilà, c'est bien que vous ayez conscience qu'on est un pays qui est énormément ciblé par les pirates. Eh bien, en fait, c'est 1000 milliards de dollars. Alors, c'est une estimation, bien sûr, mais voilà, malheureusement, on a peur que ça soit vraiment à ces alentours-là. Il faut savoir que beaucoup d'entreprises qui sont attaquées ne déclarent pas qu'elles ont été attaquées, ne portent pas plainte, payent les rançons. Donc, c'est vraiment un gros problème aujourd'hui de ce comportement de ne pas porter plainte et donc de ne pas rentrer dans un système où ça sera un peu plus encadré. Et par contre, on voit surtout que ça coûte très, très cher à nos entreprises. Et on va voir dans la présentation que ça rapporte énormément d'argent aux cyberpirates. Oui, c'était la dernière question. Oui. C'est ça, je disais. Oui, Il y avait dernière quoi question. après? Bon, très bien. Bon, donc ça vous a donné une petite idée, un peu, une première vision, on pourra en reparler. Donc, je vais vous partager la présentation déjà. Okay. Est-ce que c'est bon? Vous voyez la présentation? Oui, c'est bon, hein, votre présentation est bien partagée. Parfait. Bon, je l'ai simplement intitulé Sécurité des données. Donc, je vous fais cette présentation par rapport au projet que moi, je mène, qui est le projet Cyberoc, et dont je vous reparlerai à la fin de la présentation, mais qui est donc un projet de centre cybersécurité en Occitanie avec un portail qui est déjà en ligne depuis juin 2019, sur lequel vous pourrez trouver un certain nombre d'informations par rapport aux choses que je vous aurais dit dans cette présentation. Alors, pour parler de sécurité des données, d'abord, il faut avoir conscience des données qu'on possède. Alors, en général, nous, on fait des présentations par rapport aux entreprises, mais c'est exactement la même chose pour les personnes aujourd'hui, particulièrement avec le niveau de connectivité qu'on a. Donc, avant, les entreprises, elles avaient des données sur les ordinateurs et sur des serveurs, on va dire. Et dans des dossiers papier quand même, parce que ça, c'est important, dans des armoires. Vous, en tant que personne, c'est la même chose. Avant, les gens avaient des données sur des papiers chez eux et des données sur leur ordinateur. Aujourd'hui, ça a énormément évolué. On est connecté à beaucoup de choses. On est connecté, bien sûr, souvent on a un ordinateur, donc il y a de la donnée sur l'ordinateur, mais on a nos téléphones portables qui sont en fait des mini-ordinateurs qui contiennent énormément de données. On a toutes nos connexions sur les réseaux sociaux où en fait on va partager de l'information qui nous concerne. On va avoir les mails, on va avoir les serveurs qui hébergent toutes ces données dont je parle et par exemple tout simplement des serveurs de cloud où je vais mettre mes données en ligne parce que comme ça je suis sûre d'avoir une sauvegarde et de pouvoir les retrouver en cas de problème avec mon ordinateur. Le problème, c'est qu'on a ces données qui vont partout sur Internet, qui sont partout et c'est difficile de savoir exactement où elles sont et qu'est-ce qu'on a mis comme information sur nous-mêmes. Donc, c'est important d'en avoir conscience et c'est important pour pouvoir ensuite faire attention à avoir certains comportements qui vont permettre un petit peu de limiter ces informations.
Et surtout, avoir conscience qu'à partir du moment où ces données, je les ai mises sur Internet, j'ai un risque qu'elles soient captées par plus de gens que ce que je crois. C'est difficile de garantir que ça va se limiter au nombre de personnes avec qui je suis en connexion de façon, comment dire, que j'ai validée. Il y a toujours un moment où ça échappe, alors particulièrement avec les réseaux sociaux, parce qu'on va valider des amis, des demandes de connexion. En fait, c'est tout à fait possible qu'il y ait des gens qui vous proposent de se connecter avec vous, qui vous disent qu'ils vous ont rencontré quelque part, et en fait, ce n'est pas du tout la bonne personne qui se connecte, et vous n'avez pas de garantie de qui voit vos données. Il y a tout un sujet sur la façon dont on règle son profil sur les réseaux sociaux. Bon, voilà. Il y a les sites sur lesquels vous allez acheter des choses, les navigateurs qui vous traquent avec des cookies. Enfin, voilà. Il y a vraiment énormément de choses, donc c'est important d'en avoir conscience. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'aller sur Internet. Simplement, il faut s'informer. Et en général, ça sera, pour moi, le message vraiment à retenir, c'est qu'il faut s'informer pour savoir quelles sont les bonnes pratiques et comment on peut se protéger par rapport à tout ça. Mais c'est important d'avoir bien conscience qu'on a tous un système d'information, pratiquement comme une entreprise aujourd'hui, et que ce système d'information, il est vraiment sur beaucoup de supports et donc il est difficile à maîtriser. Alors, on a des attaques dont on entend parler tous les jours dans les médias. Alors ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Avant, on entendait parler des attaques sur des sites spécialisés. Aujourd'hui, vous avez le 20h des chaînes nationales qui s'ouvrent directement sur des cyberattaques. Donc ça, c'est quand même une grande nouveauté. Malheureusement, c'est le signe que ça s'est amplifié, le phénomène s'est amplifié pour différentes raisons. Du fait de l'interconnectivité accrue des systèmes d'information. Tout le monde est sur Internet, tout le monde travaille à distance. Beaucoup d'entreprises ont leur système de données qui n'est plus dans l'entreprise, mais sur des serveurs distants auxquels elles accèdent via Internet. Donc, si jamais cet accès n'est pas sécurisé, elles se mettent en difficulté. Les personnes sont sur les réseaux sociaux, comme je le disais, sont sur des forums, enfin, énormément d'interactions entre les personnes, ce qui est une bonne chose, mais qui en même temps ouvre des possibilités pour les attaquants, surtout que malheureusement, un certain nombre de choses sont mises en ligne, un certain nombre de solutions pour pouvoir communiquer les uns avec les autres sont mises en place, sans prendre toutes les précautions de sécurité qui auraient dû être prises. Donc, on se retrouve avec des attaques, avec des systèmes qui tombent, etc. Donc, les pirates, dont on parlera après, parce qu'ils ont des motivations qui peuvent être assez différentes, vont cibler directement les machines, donc vos téléphones, vos ordinateurs, en essayant de rentrer souvent par les mails ou par le chargement de logiciels corrompus, ou parce que vous allez sur un site internet qui en fait va vous infecter avec un virus. Et donc, voilà, souvent les attaques, ce sont des rançongiciels, ransomware ou de l'hameçonnage, du phishing. Donc le phishing, vous recevez un mail ou un message par SMS qui va vous inciter à aller sur un site que vous croyez autorisé, légitime. Et en fait, non, c'est une copie du site légitime. On a juste changé un mot dans l'adresse, enfin une lettre. Vous ne le voyez pas à l'œil nu et vous pensez être sur le bon site. Et là, on va vous demander des informations, soit des informations personnelles, votre mail et votre mot de passe. Et à partir de là, ils vont essayer d'aller entrer sur des sites en utilisant ces données, soit vos données bancaires, des choses comme ça. Les rançongiciels, ransomware, eux, ils vont se déployer, c'est un virus, mais là, c'est un virus qui va se déployer sur toute la machine et essayer de chiffrer la machine, de la rendre inutilisable et vous demander une rançon pour pouvoir récupérer l'accès à votre machine. Et donc, les gens, comme souvent, ils ont toutes leurs informations sur la machine et qu'ils n'ont pas de sauvegarde, sont tentés de payer la rançon parce qu'ils veulent récupérer leurs données. Donc, c'est toute la difficulté, comment on fait pour gérer ces aspects rançongiciels.
avec une grosse montée en puissance de ces attaques. Hein, c'est vraiment l'attaque qui prédomine et dont vous entendez tout le temps parler dans les médias. Et malheureusement, les cyberpirates ont amélioré leur technique et aujourd'hui font de l'extraction de données en même temps qu'ils attaquent, enfin qu'ils chiffrent la machine, ce qui fait qu'ils peuvent revendre les données qu'ils ont volées sur la machine. Et aussi, alors quand ils visent des entreprises, ils vont menacer l'entreprise de créer une attaque qui va paralyser l'entreprise. On en parlera après, les attaques DDoS, s'ils ne payent pas la rançon. Donc, on a des attaques qui deviennent de plus en plus structurées et de plus en plus agressives par rapport aux organisations. Donc ça concerne la machine. Alors après, il y a d'autres virus, enfin il y a d'autres attaques, pardon, qui sont des attaques beaucoup plus furtives et qui vont consister à essayer d'implanter soit un programme qui va aller à partir de votre machine scanner le reste du réseau, soit un programme qui va essayer d'enregistrer toutes les frappes clavier. Donc bon, souvent quand on a ce genre d'attaque, c'est des attaques ciblées avec un objectif de perpétrer une autre attaque suite à cette première attaque. Bon, donc ça cible votre machine. Ensuite, alors, votre machine, soit dans le contexte professionnel, soit dans votre contexte personnel. Bon, dans votre contexte personnel, c'est plus rare, je pense, qu'il y ait une attaque qui serve pour faire une attaque plus complexe par la suite. Ensuite, il y a des attaques qui vont viser le réseau. Donc, en général, ces attaques sont rentrées par une machine et ensuite, ce que je vous disais, vont viser le réseau avec les vers qui se répliquent partout, les scans pour essayer d'identifier qu'est-ce qu'il y a sur le réseau, etc. Et puis, on a les serveurs, puisque on en a pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, les organisations vont mettre leurs informations en ligne dans des data centers pour pouvoir… alors, je réponds à la question juste après. Pour pouvoir accéder à leurs informations, pour pouvoir avoir des accès distants un peu partout. Alors, d'autant plus avec le télétravail, hein, vous vous en doutez, ça a accéléré l'utilisation du cloud, la donnée à distance, etc. Et donc, le risque que les pirates interceptent cette donnée, le risque que les pirates arrivent à s'introduire sur les serveurs, puisqu'il y a un portail, enfin, un accès direct via Internet. Et puis, le risque de bloquer le système avec des attaques DDoS. Donc, l'attaque DDoS, l'objectif, c'est d'envoyer plein de requêtes vers le serveur et le serveur s'écroule parce qu'en fait, il a trop de demandes et donc, plus rien n'est accessible. Alors, concernant l'ouverture d'un ransomware sur une machine virtuelle, effectivement, c'est un bon moyen de se sécuriser. Normalement, ça reste dans la machine virtuelle. Après, est-ce qu'il y a une faille sur ce système de machine virtuelle? Parce que malheureusement, les cyberpirates, ils sont de plus en plus experts. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de faille sur la VM. Ça dépend comment il y a un partage de fichiers entre la VM et le reste de l'ordinateur. Mais effectivement, ça peut être une solution d'ouvrir ses mails dans une machine virtuelle, effectivement, pour protéger le reste de la machine. Mais ça, de toute façon, on en parlera après. Il y a un certain nombre de bonnes pratiques. La première bonne pratique, c'est de ne pas travailler en administrateur. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent en administrateur sur leur machine parce que c'est plus facile, comme ça, ils peuvent installer des choses directement. Ça, c'est une très mauvaise pratique. Si vous travaillez en compte local, avec un compte administrateur à part que vous activez que quand vous avez besoin de faire des mises à jour ou d'installer un nouveau programme en ayant bien entendu vérifié d'où vient le programme, déjà, en travaillant en compte local, vous allez un petit peu limiter les possibilités du rançongiciel parce qu'en fait, si vous travaillez dans un compte avec des droits plus faibles, le rançongiciel hérite des droits plus faibles. Donc, il n'aura pas les mêmes droits que si vous êtes administrateur. Si vous êtes administrateur, il a tous les droits, il fait ce qu'il veut. Donc ça, c'est des questions de réglage. Il y a des docs justement pour apprendre à régler sa machine. C'est vrai que sous Mac ou sous Linux, de base, vous ne pouvez pas être administrateur, mais sous Windows, de base, vous êtes administrateur. Donc, alors après, bien sûr, il faut avoir aussi une machine qui est avec la dernière version.
puisque souvent, ils ont trouvé des failles sur les anciennes versions et donc ils arrivent à outrepasser même ce genre de choses. En 2017, il y a eu une grosse campagne de ransomware, rançongiciel qui s'appelait WannaCry. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ça a vraiment atteint énormément de machines, mais ça n'atteignait que les Windows qui n'étaient pas à jour. Le problème, c'est qu'il y avait énormément de Windows qui n'étaient pas à jour. Donc ça appelle un certain nombre de réflexions sur le fait de mettre ces machines à jour. Bon, c'est vrai aussi qu'une grosse entreprise, quand elle a des milliers de postes, ce n'est pas facile de faire monter toutes les machines, enfin de mettre à jour toutes les machines. Des fois, il y a des logiciels métiers qui ne fonctionnent pas et tout. Pour les organisations, c'est parfois une très grosse difficulté d'arriver à suivre les mises à jour. Voilà. Mais bon, nous, en tant que particuliers, c'est quand même un peu plus facile pour avoir nos systèmes à jour. Par contre, il faut avoir bien conscience que c'est important de faire les mises à jour. Voilà, donc vous avez une vision un petit peu de tout ce qui est ciblé. Alors, en fait, il y a une chose que je n'ai pas mise et à dessein. Donc, je vous ai parlé en fait de cibles techniques. Mais en fait, il y a une autre cible, c'est nous. C'est nous en tant que personne. Et ça, c'est vraiment le point le plus important, surtout si vous si vous travaillez justement sur les données. Les attaquants ciblent beaucoup les personnes parce que c'est une mine d'informations. Et en fait, il y a beaucoup d'informations qui sont captées par les attaquants, non pas en s'introduisant sur un ordinateur, mais juste en regardant ce que vous faites sur les réseaux sociaux, en par exemple se connectant avec vous via… alors attention, par exemple avec LinkedIn, il y a eu pas mal de faux profils sur LinkedIn pour approcher par exemple des chercheurs, des gens qui avaient de l'information pertinente pour des attaquants. Donc, nous, on est une source d'information, on est un système d'information à nous tout seuls. Et les attaquants le comprennent bien et ils vont d'abord essayer de capter de l'information via les personnes avant de rentrer sur les ordinateurs. Et d'ailleurs, souvent, ils utilisent les personnes pour rentrer sur la partie technique. C'est rare qu'il y ait des attaques qui passent directement par la technique. En général, il y a quelqu'un qui a fait une action et qui a fait que le pirate a pu rentrer dans le système. Donc, voilà. Donc, tout ce qui est attaque sur les personnes pour chercher à leur faire une action ou à capter de l'information, ça s'appelle l'ingénierie sociale. Donc, ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. Et donc, ça veut bien entendu dire que mettre des antivirus et des firewalls, ça ne va pas suffire pour se protéger. Mais c'est déjà une première chose très importante. Alors, un point important aussi, et ça, c'est vraiment très important, c'est de comprendre d'où vient la menace. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, la menace, c'était quelqu'un qui était très fort en informatique et qui s'amusait à faire des attaques. Enfin, plus que 20 ans. Mais, voilà. Aujourd'hui, les attaquants ont des profils beaucoup plus complexes. Alors, il y avait aussi ces profils-là il y a 20 ans, mais là, ils ont vraiment explosé. Et la personne qui est toute seule dans son garage et qui mène une attaque, c'est vraiment pas la majorité parce que ça devient beaucoup plus difficile. Par contre, on a cette montée d'autres types d'attaquants. Donc, le premier, enfin celui qui coûte le plus cher à la planète, j'ai envie de dire, c'est le cybercriminel, c'est-à-dire le criminel qu'on avait avant, enfin qu'on a toujours dans la vie de tous les jours, qui cherche à extorquer de l'argent, qui cherche à récupérer de l'information pour la vendre, sauf que maintenant, il va sur Internet et il arrive à le faire directement. Et donc ça, les mafias, elles l'ont bien compris, elles se sont développées. On en reparlera après. Ce sont vraiment c'est un système économique parallèle qui génère beaucoup d'argent. Et donc, il y a les moyens de mettre en place des attaques, de payer des chercheurs pour qu'ils créent des nouvelles attaques. Donc, c'est vraiment ça la problématique. Donc, alors, par-dessus ça, ou à côté, après, ça, c'est toujours délicat à dire, on a les États. Et on a des États qui ne sont pas très bien intentionnés. Je pense qu'on en a déjà entendu parler dans les médias, et qui vont avoir leur propre service
de développement d'attaques et pour mener des offensives. Et forcément, il y a une frontière qui est assez floue entre les cybercriminels et, on va dire, les cyberattaquants professionnels liés à des services étatiques. Donc, les deux mènent des attaques, donc ça nous coûte très cher. Et puis après, on va avoir les activistes, les cyberterroristes. Il y avait eu tout un ensemble d'attaques avec Anonymous à un moment, qui cherchait à faire passer des messages. On a quand même aussi ce qu'on appelle les script kiddies, donc ça va plutôt être des jeunes qui s'intéressent à ce domaine-là, qui vont trouver assez facilement des vidéos pour mener des petites attaques et qui veulent s'entraîner, qui n'ont pas conscience que c'est totalement interdit par la loi et qui peuvent créer des dommages dans une entreprise sans le vouloir. On a bien entendu les hackers chevronnés, dont je parlais tout à l'heure, qui peuvent aussi chercher à mener des attaques pour ensuite être embauchés par des groupes de cybercriminels. Et puis, et ça c'est important, donc là on est plus pour, ça c'est vraiment un domaine qu'on aborde dans le cadre des entreprises, on a la menace interne en fait. Ça arrive que quelqu'un dans une entreprise ne soit pas content de la façon dont il est traité et il va voler de la donnée pour la vendre à un concurrent ou il va arrêter tout le système informatique, mais ça va créer des dommages très importants pour l'entreprise. Donc voilà. Donc ça, vous avez une vision un peu de la menace. Ensuite, la finalité des attaques. Donc franchement, la majorité, c'est gagner de l'argent, c'est de la fraude, c'est de l'escroquerie. Mais on a quand même de la propagande. Je vous en parlais tout à l'heure avec Anonymous. On peut avoir de l'invasion. Alors, l'invasion, c'est quoi? Ça va être vous avez dû entendre parler des réseaux de botnet. Donc, ça va être, par exemple, comment dire, coloniser des machines avec des programmes qui vont bien entendu s'installer sur votre machine de façon furtive, donc vous n'allez pas vous rendre compte que votre machine est contaminée. Mais après, l'idée, c'est de capter de votre capacité, donc soit de la bande passante, pour lancer une attaque par déni de service à partir de votre machine. L'idée, c'est de coloniser des milliers de machines et puis toutes ces machines lancent une attaque en même temps sur une entreprise. Vous pensez bien que l'entreprise, elle n'est pas dimensionnée pour ça. Les serveurs ne vont pas supporter, donc elle va se retrouver coupée un certain temps. Ou alors, les machines sont colonisées pour faire du calcul, typiquement du crypto-minage. Donc, vous connaissez sûrement les crypto-monnaies. Vous savez qu'on peut gagner de l'argent avec les crypto-monnaies, mais il faut une grosse puissance de calcul. Donc, coloniser des machines pour faire du minage, c'est bien pour les pirates, ça leur permet de gagner de l'argent. Voilà. Et puis, il y a la volonté d'espionner, tout simplement, et ça, on imagine bien pourquoi, espionnage économique, espionnage militaire. Et il y a aussi la volonté de détruire, ce qui est arrivé en 2017 aussi. Là, la campagne s'appelait NotPetya et qui a visé l'Ukraine. Et donc, l'attaque, en fait, c'était un Viper. Vous l'aviez dans le questionnaire. Et l'objectif, c'était, donc, ils ont utilisé les serveurs d'un logiciel de comptabilité qui était utilisé un peu partout en Ukraine. Ils ont contaminé le serveur et l'attaque s'est propagée via les mises à jour que faisaient les entreprises. Sauf que l'attaque a complètement dérapé et elle a touché le monde entier. Et en plus, c'était un Viper, donc c'était un rançongiciel où on ne pouvait pas payer la rançon. Donc, ce qui était contaminé était perdu quoi qu'il arrive. Donc, ça a fait beaucoup, beaucoup de dégâts et ça a coûté très, très cher à des grosses entreprises, même des grosses entreprises françaises qui avaient des filiales en Ukraine et qui se sont retrouvées contaminées via leur filiale ukrainienne. Donc, voilà. Je me dis que ce n'est pas très positif ce que je vous raconte, mais voilà. C'est important d'en avoir conscience et à partir de là, on peut se protéger. Donc, un point important, c'est de bien comprendre l'économie de la cybercriminalité. Donc, bien entendu, il y a cet aspect attaque étatique et on comprend bien d'où viennent les fonds et la volonté des États, mais il y a surtout cette nouvelle économie de la cybercriminalité. Donc, je vous ai mis le chiffre d'affaires qui a été estimé dans les 4 ans.
Et c'est un chiffre qui date de début 2021. Et donc, on l'estime à 2500 milliards de dollars. Donc, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. C'est absolument faramineux. Donc, on comprend bien pourquoi les cybercriminels sont totalement, se sont vraiment professionnalisés et ont grandi. Il y a beaucoup d'attaques qui avaient lieu avant dans le monde physique et qui maintenant ont lieu dans le monde numérique parce que c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup moins dangereux. Alors, il y a deux outils qui peuvent avoir des effets, enfin, qui n'ont pas été créés pour ça et qui étaient faits pour faire des choses positives, mais qui sont malheureusement détournés et utilisés pour conduire des actions totalement illégales. C'est d'un côté le Darknet, auquel on accède via un logiciel comme Tor, dont vous avez sûrement entendu parler, et qui permet d'avoir une d'être pseudo-anonyme. Alors, bon, voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais bon. Et dans ce Darknet, en fait, il y a un système pour obtenir des liens et aller vers des plateformes, etc. Le Darknet a été créé initialement pour les opposants au régime, pour les journalistes quand ils sont dans un pays dangereux, pour les militaires sur des terrains d'opération, et ça permettait de communiquer de façon relativement sécurisée, sans être identifié, sans être espionné, puisque tout est chiffré sur le Darknet. Sauf que, évidemment, il y a d'autres personnes qui se sont dit que ça serait bien pratique, cet endroit où on était en fait protégé et un peu invisible, et qui avaient des intentions un peu plus négatives, et qui utilisent le Darknet pour vendre de la drogue, pour vendre des armes. Donc, il y a carrément des places de marché avec des notations, etc. Vous en entendez parler de plus en plus parce que les services de police, de gendarmerie, enfin les services comme ça mondiaux essayent de s'associer et de faire tomber ces plateformes. Bon, malheureusement, quand il y a une plateforme qui tombe, il y en a une autre qui se rouvre un peu plus loin. Et donc, ces plateformes, elles permettent de vendre des armes, de la drogue, et puis aussi des attaques cybersécurité. Enfin, des cyberattaques, pardon. Donc des botnets, des kits de phishing, des rançongiciels. Donc, les données qui sont volées sont aussi revendues sur le Darknet. Et le deuxième outil qui rend ça possible, c'est les crypto-monnaies, puisqu'elles vont permettre d'avoir des transactions qui sont entre guillemets anonymes. Donc, c'est pareil, il y a aussi des précautions à prendre là-dessus, mais c'est quand même ça qui se passe. Et les transactions ne se font pas en argent classique d'un pays parce que ça serait traçable. Alors que les crypto-monnaies, on a deux identifiants de portefeuille et puis c'est tout. Donc, il faut savoir à qui ils appartiennent. Donc, voilà, donc on a ces deux outils qui ont fait que malheureusement, ça a explosé et les cybercriminels avaient tous les éléments pour pouvoir se développer, gagner de plus en plus d'argent et pouvoir distribuer leurs attaques. Alors, concernant les nouvelles technologies, on a aussi ça qui est important à prendre en compte, c'est qu'on a des nouveaux systèmes qui apparaissent, beaucoup liés à l'intelligence artificielle. Donc, j'ai trouvé important de vous en parler parce que j'ai cru comprendre qu'un certain nombre travaillaient sur le big data. Et donc, quand on dit big data, on dit quantité de données phénoménales, impossible à exploiter par un être humain, parce que beaucoup trop de données. Et donc, il a été nécessaire de créer des algorithmes, et particulièrement des algorithmes qu'on appelle, qu'on classe dans l'intelligence artificielle. Donc, il y a plusieurs niveaux dans l'intelligence artificielle, mais voilà, des algorithmes qui apprennent, qui sont capables de faire des classements et d'avoir certains comportements et d'être assez efficaces. Donc ça, c'est vraiment des avancées très intéressantes pour certaines choses. Malheureusement, je vous l'ai dit, les cyberattaquants, ils ont beaucoup de moyens, ils veulent gagner toujours plus, ils cherchent à avoir des attaques qui sont plus performantes, donc ils se sont aussi appropriés ces outils. Et on a deux outils qui sont particulièrement inquiétants et qui, à la base, n'étaient pas faits pour ça, mais il y a le deepfake, dont on a déjà pas mal entendu parler, qui permet de positionner le visage de quelqu'un d'autre sur un film.
et donc donner l'impression que c'est cette personne qui est dans ce film. Donc, c'est de plus en plus utilisé dans les films, dans des émissions, etc. Malheureusement, ça peut être aussi utilisé pour perpétrer des attaques, pour nuire à quelqu'un. Et puis, on a le deep voice, c'est la même chose pour la voix. C'est-à-dire que là, l'intelligence artificielle permet de copier la voix de quelqu'un. Et ça a été utilisé pour mener des attaques contre des entreprises en se faisant passer, par exemple, pour le directeur. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est assez connu, dont on connaît la voix. Et donc, on va se faire passer pour le directeur. Et les personnes dans l'entreprise vont croire que c'est la bonne personne qui appelle et qui demande, par exemple, de faire un virement. Un autre point aussi qui est intéressant, c'est de voir un petit peu, donc tout à l'heure, je vous ai fait un peu il y avait des questions sur le fact-checking, sur le fait que vous vous informez sur les réseaux sociaux. Et moi, je trouve qu'il y avait quelque chose d'assez intéressant et un petit peu effrayant avec les réseaux sociaux, c'est qu'il y a beaucoup de… Alors, c'est un aspect qui n'est pas tout à fait sur la sécurité, mais qui est quand même intéressant sur le comportement et sur les précautions qu'on doit prendre avec les réseaux sociaux. C'est qu'en 2016, Microsoft avait créé une petite intelligence artificielle et l'avait mis sur Twitter et elle devait apprendre. C'était une jeune fille et elle devait apprendre de ce qu'elle allait lire sur Twitter. Et en fait, très rapidement, l'intelligence est devenue agressive, xénophobe, homophobe, comment dire, machiste, enfin, ouais, sexiste, voilà, je cherchais le terme, sexiste. Donc, vous voyez qu'il y a un biais important et ça posait des gros problèmes. Donc, il faut faire très attention avec les données qu'on manipule, il faut faire attention aux biais et particulièrement à ces plateformes qui ont quand même des objectifs de gagner de l'argent en faisant monter les tweets ou les messages qui vont être les plus clivants, en fait, qui vont créer un maximum de réactions. Et malheureusement, c'est souvent les messages qui sont les plus délicats et qui voilà, peuvent amener en tout cas, une dérive sur les messages qui sont portés. Et on le voit bien avec cette intelligence artificielle qui est devenue complètement folle. Donc, ils l'ont très, très vite coupé. Donc, voilà, ça amène une question sur, on a des données, on doit y faire attention, on doit faire attention à ce que qu'il y ait un respect de l'information. Et puis, ça amène aussi une question sur des attaques potentielles qui peuvent être faites par rapport à ces ensembles de données. Donc, les intelligences artificielles, elles apprennent par rapport à des datasets, donc à un grand nombre de données. Et il faut que ces données, eh bien, on soit sûr qu'elles n'aient pas été corrompues par une attaque, ce qui ferait que l'intelligence artificielle n'aurait pas le bon comportement in fine. Je ne l'ai pas remis, mais il y a eu aussi tout le scandale avec Cambridge Analytica et Facebook qui avaient vendu des données de sondage et qui avaient eu des impacts sur la façon dont étaient interprétés certains sondages de vote, etc. Donc, on a eu quand même aussi des suspicions de faux messages sur des réseaux sociaux pour faire monter des candidats sur des élections. Enfin, vous voyez que vraiment, ça appelle à une réflexion et à une prudence par rapport à tous ces outils. Alors. Donc, moi, je me suis intéressée, j'ai essayé de vous présenter les risques par rapport à différents profils. Donc, d'abord, par rapport à vous. Alors là, j'ai particulièrement, je dirais, aux étudiants qui sont donc très connectés, même si de plus en plus, toutes les couches de la population sont connectées. D'abord, vous pouvez avoir des risques d'usurpation d'identité, tout simplement. Donc ça pose des vrais problèmes. Donc, il faut faire attention à son identité numérique, à ce qu'on poste comme information sur soi. On peut avoir des atteintes physiques suite à des données qu'on aurait mises sur Internet. Donc, la première chose à laquelle je pense, c'est une attaque qui a eu lieu, je crois, l'année dernière, où des personnes avaient parlé de leur portefeuille Bitcoin. Donc, elles avaient beaucoup d'argent sur leur portefeuille Bitcoin et qui se sont fait agresser à leur domicile
pour leur voler leur portefeuille Bitcoin qui devait être sur un disque dur chez eux. Donc, il y a aussi quelque chose de très important aujourd'hui qu'on ne voyait pas avant, et on va le voir pour d'autres attaques tout à l'heure, d'attaques qui partent dans le monde numérique et qui ont des conséquences dans le monde physique. Donc, on entend beaucoup aussi parler de cyberharcèlement. Donc, et les plus jeunes sont les plus menacés. Donc, tout simplement, des problèmes de perte de données aussi. Vous pouvez avoir une paralysie de votre ordinateur, de tout votre système, ne plus avoir accès à rien. Moi, j'ai un YouTuber qui m'avait contacté l'année dernière parce qu'il avait été, il avait beaucoup de followers. Et en fait, il a été contacté par une pseudo-entreprise qui lui proposait de le rémunérer par rapport à toutes les visites qu'il avait. Et donc, cette entreprise, entre guillemets, lui demandait d'installer un petit plugin sur sa machine pour pouvoir compter, j'imagine, le nombre de vues. Donc, lui était très content, il a installé le plugin sur sa machine, il a perdu tous ses accès à YouTube. Et les pirates se sont appropriés ces accès YouTube et en ont profité pour diffuser des malwares via son compte YouTube. Donc, vous imaginez, vous n'avez plus accès à votre compte YouTube, vos followers qui vous font confiance sont désemparés parce que d'un coup, ils prennent des malwares. Enfin, franchement, ça a été assez compliqué pour récupérer les accès et il était vraiment désemparé. Donc ça, voilà, les pirates, ils vont jusque-là. Vous êtes un YouTuber ou un streamer, ce que vous voulez. Vous faites vos trucs tranquilles et vous ne pensez pas être une cible. Et bien si, vous êtes une cible parce que les cybercriminels sont tellement professionnalisés qu'il n'y a pas de petites victimes, hein, j'ai envie de dire. Donc, il y a aussi la volonté de manipuler, de vous désinformer. Ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est important de recouper les sources d'information, d'aller voir plusieurs sources et de ni se fier à la rumeur, ni à votre voisin qui vous dit que ça tente à bien vérifier cette information. Il faut vraiment aujourd'hui vérifier les informations par vous-même. C'est vraiment essentiel. Et puis, on peut aussi vous profiler. Et à partir du moment où on vous profile, donc vous allez avoir toutes vos informations qui vont être collectées pour savoir comment vous consommez, qu'est-ce que vous faites. Donc, moi, personnellement, ça me dérange qu'on récupère toutes ces informations sur moi. Et ça peut aussi être dans l'optique de vous soutirer de l'information une fois que vous allez rentrer dans une entreprise ou dans un laboratoire de recherche et que quelque part, vous aurez de l'information plus pertinente, technique à votre disposition et vous n'auriez pas forcément conscience qu'on essaye de vous la soutirer. Donc voilà, malheureusement, quels sont les risques pour soi si on ne fait pas attention à ce qu'on fait sur Internet. Il y a des moyens de se protéger. Première chose, je vous ai parlé de l'obfuscation. Donc, c'est le fait de faire des leurres numériques. Donc, le mieux, en fait, en soi, des fois, on vous pose des questions, il n'y a pas de raison que vous y répondiez ou que vous y répondiez exactement. Quand on vous demande votre date de naissance sur un site de vente de chaussures, mais en fait, il n'y a pas de raison qu'ils connaissent votre date de naissance. Donc, le mieux, c'est peut-être de ne pas la donner ou de ne pas donner la bonne date de naissance. D'avoir plusieurs adresses email de manière à ce qu'il n'y ait pas de recoupement sur vos informations. Et puis, il y a aussi utiliser un VPN. Ce qui vous permet, surtout quand vous n'êtes pas chez vous, qu'on ne puisse pas identifier d'où vous vous connectez et que votre navigation soit vraiment privée parce que quand vous êtes dans un VPN, même s'il y a quelqu'un sur le réseau qui essaye de vous, sur le même réseau Internet que vous, enfin réseau local, qui essaye de vous espionner, avec le VPN, il ne pourra rien voir. Alors, normalement, quand on est sur un site HTTPS, la connexion est chiffrée. Mais parfois, il y a encore des sites où ce n'est pas chiffré. Avec le VPN, ça peut être intéressant parce qu'en plus, il n'y a pas de possibilité de vous géolocaliser. Alors, donc, dans quelques attaques que j'ai
que j'ai repérés dans la presse et qui vont justement cibler des personnes, enfin des personnes, mais pas des organisations. Donc là, vous voyez qu'il y a une chaîne YouTube. Alors là, ça date d'octobre, hein, donc c'est il n'y a pas longtemps, une chaîne YouTube qui était la cible d'attaque pour diffuser des arnaques au Bitcoin. Donc là, ils proposaient une super affaire pour récupérer des Bitcoins. Les gens téléchargeaient un petit logiciel pour avoir accès à cette plateforme de Bitcoin et en fait, se faisaient voler tout leur portefeuille Bitcoin. On a aussi tout l'hameçonnage ou le phishing. Hein. Donc là, tout le monde est ciblé, personne, entreprise, collectivité, enfin, tout le monde. Donc, typiquement, là, c'est une attaque du mois de mars avec un mail aux couleurs des impôts. Donc, quand on vous dit, voilà, il faut que vous alliez sur votre site des impôts, donc on vous envoie le lien forcément, donc vous cliquez dessus pour vous dire qu'il faut absolument finir de payer votre restant dû des impôts ou qu'il y a un problème, ou bien qu'on vous doit de l'argent mais que vous devez vous connecter pour qu'on puisse vous rembourser. Bon. Beaucoup de gens se font avoir, surtout que les pirates de plus en plus habillent les mails de façon vraiment très proche de ce que produisent les organisations officielles. Donc attention, c'est pour ça de plus en plus hein, les entreprises, les sites internet officiels, etc., ne vous envoient jamais un lien où vous devez cliquer, mais vous disent de vous connecter par les moyens habituels. Donc, l'URL que vous avez enregistrée il y a longtemps quand vous êtes allé sur le site des impôts ou votre banque, etc. Mais surtout, ne pas cliquer sur des liens qui sont dans un mail. Alors, il y a une façon quand même en général de détecter la fraude, c'est vous passez votre souris sur le mail ou sur l'URL qui vous a été envoyé ou bien sur le mail de l'expéditeur et vous allez voir que ce qui apparaît dans votre logiciel de mail ne correspond pas à au lien qui est associé. Alors, la problématique, c'est que souvent, on lit nos mails sur notre téléphone. Et là, par contre, c'est plus compliqué pour faire apparaître le lien ou l'email réellement associé à ce qui apparaît. Et puis aussi, des fois, vous recevez par SMS. Des fois, ça passe par les SMS. Et là, c'est d'autant plus difficile de détecter la fraude. Donc, bon, il n'y a qu'une seule solution, c'est la vigilance, revérifier. En ce moment, il y a une grosse attaque avec les colis. Donc, ils envoient des SMS comme quoi votre colis est bloqué, qu'il faut repayer un supplément. Donc, il n'y a aucun cas où il faut repayer des suppléments. Et évidemment, pourquoi ça marche? Parce qu'ils se mettent aux couleurs de tous les transporteurs qui existent. Et il y a toujours un moment où ça correspond à… quelqu'un reçoit le message et ça correspond à un colis qui l'attend. Ou ils jouent aussi sur le fait que parfois, des gens se disent « Ah tiens, je vais récupérer le colis de quelqu'un d'autre. Je suis curieux. » Bon, voilà. Donc, c'est vraiment être vigilant par rapport à tout ce qui peut vous solliciter. Il y a une chose qui peut vous aider à vous protéger, c'est les anti-spam. Donc, il y a des services qui le proposent. Après, c'est vrai que à titre personnel, ce n'est pas toujours évident de pouvoir avoir des services d'anti-spam. Ça a un coût malgré tout. Mais c'est quand même assez efficace et ça vous élimine une grande partie des mails qui ne sont pas légitimes, en fait. Puisque là, il y a des vérifications au niveau du contenu du mail technique que vous, en tant qu'être humain, vous n'allez pas faire, mais qu'un système anti-spam peut faire. Et puis, voilà, il y a tout un ensemble de choses qui sont mises en jeu. Et du coup, quand on a un anti-spam, on reçoit beaucoup moins de mails d'arnaque. Donc, comme il y en a moins, c'est plus facile à vérifier que quand on en reçoit 50 par jour. Là, on est complètement noyé par les attaques. Et puis, je vous ai mis une petite capture d'écran qui est là, alors j'en reparlerai à la fin, hein, mais qui est issue d'une vidéo de cybermalveillance.gouv.fr qui s'adresse aux particuliers comme aux entreprises pour les aider à se protéger.
Et cette vidéo montre en fait quelqu'un qui est dans une soirée avec son téléphone portable, qui déverrouille son téléphone pour prendre une photo et le pose, et en fait se le fait capter par quelqu'un d'autre avant que le téléphone reverrouille. Et souvent dans nos téléphones, il y a l'accès au compte en banque, enfin il y a beaucoup d'informations. Donc il faut faire attention aussi à ce que à ce qu'on peut capter aussi juste par des personnes physiques qui seraient autour de vous. Parce qu'il y a cette réalité-là des fois, ça passe aussi, je vous disais, dans le monde physique. Donc voilà, et puis donc faites attention à vos traces numériques et à vos aux hoax, donc aux fausses informations. Alors, on a eu le cas du numéro de sécurité sociale. Alors, j'attire votre attention sur ce numéro parce que c'est quelque chose de très sensible, le numéro de sécurité sociale, et il faut absolument pas. Les gens ne doivent pas vous le demander, ou alors vraiment dans des cas particuliers, c'est-à-dire médical, ou votre employeur qui effectivement a besoin de votre numéro de sécurité sociale par rapport à la mutuelle. Bon, à l'université aussi, on a besoin pour vous inscrire. Mais à part ces cas-là, normalement, on ne doit pas vous demander votre numéro de sécurité sociale. C'est un numéro très sensible parce qu'il contient énormément d'informations sur vous. Ça dit si vous êtes un homme ou une femme, ça donne votre année de naissance, ça vous donne votre mois de naissance, ça donne le département où vous êtes né, le numéro de la commune où vous êtes né et l'ordre d'enregistrement dans le registre d'état civil. Donc, ça donne beaucoup d'informations sur vous, ça vous identifie de manière unique. Donc, c'est un numéro à protéger. Alors là, malheureusement, en février 2021, c'est un fichier qui a été volé et qui comptait 500 000 numéros de sécurité sociale. Donc, ça, c'est quand même grave que une organisation ait laissé fuiter des numéros de sécurité sociale. Et en plus, c'est très recherché par les cybercriminels parce qu'ils peuvent les revendre, ça permet de créer des fausses identités. Donc, on imagine bien tout le mécanisme qu'il y a derrière. Voilà. Bon, il y avait eu aussi une attaque sur le compte de formation et qui permettait de récupérer l'identifiant unique de connexion qui a été mis en place par France Connect et qui permet de se connecter aux différents sites qui s'affichent. Donc, vous imaginez bien que c'était quand même très embêtant. Alors, maintenant, on va parler des risques. Oui. Caroline, il y a un participant qui pose une question. Pardon, je n'avais pas vu parce que j'avais baissé la fenêtre. Pas de souci. Oui, alors rien, il n'y a rien qui nous garantit. Mais alors en fait, c'est pour ça qu'en général, on conseille de prendre des VPN payants. Effectivement, dans le cas des VPN gratuits, ça pose un problème puisque quel est le modèle économique, hein il y a pas mal de publications aujourd'hui. Quand c'est gratuit, c'est vous le produit. C'est-à-dire que vous avez l'impression que c'est gratuit, mais en fait, ce que vous faites va être récupéré pour être vendu. Donc, effectivement, un VPN gratuit, ça pose un problème. Par contre, les VPN payants sont un peu plus sûrs, entre guillemets. Donc, après, il faut aller un petit peu se renseigner sur les sites professionnels comme le Monde Informatique, 01net, etc., pour voir un petit peu les VPN qui sont recommandés par les professionnels. Là, malheureusement, il faut aller se renseigner. Donc, les risques pour les entreprises. Pardon, je vais aller un peu trop vite. Alors, les risques pour les entreprises, ça va être les mêmes que pour vous, sauf que, ça aura pas mal, il y en a un peu plus en fait. Il y a la perte d'image, typiquement. Donc, quand vous prenez une attaque DDoS et que les systèmes, on peut imaginer un site de e-commerce n'est plus accessible pendant des heures parce que il y a une attaque DDoS, ce n'est pas une très bonne image. Quand il y a eu de la fuite de données et qu'on apprend que telle entreprise n'a pas sécurisé les données et qu'elles ont été exfiltrées, il y a en plus il peut y avoir déjà une non-conformité aux lois et en plus, il y a une perte d'image.
les risques pour l'entreprise, c'est l'espionnage, c'est la paralysie du système. Donc, on a des entreprises industrielles avec des chaînes de montage qui sont ciblées et qui se retrouvent à plus pouvoir produire ce qu'elles font. On verra après dans les exemples. Enfin, à plus pouvoir produire leurs produits. Et donc, vous imaginez bien que c'est une perte d'exploitation terrible. Il y a la perte de données tout simplement et qui aura des conséquences par rapport au process, au fait que les salariés puissent travailler, etc. Il peut y avoir aussi des malfaçons suite à des attaques. Et donc, comme je vous disais, aussi un non-respect des lois parce qu'on est dans une situation où, en fait, on n'a pas garanti la sécurité des données. Les entreprises sont évidemment énormément visées et vous en entendez parler tous les jours. Et la plus grosse difficulté pour les entreprises, c'est la perte financière. Et cette perte financière peut conduire au dépôt de bilan de l'entreprise, surtout quand ce n'est pas une grosse entreprise. Donc, on a des entreprises aujourd'hui qui sont ciblées, qui vont… alors, une des attaques qui fait très mal aux entreprises, c'est l'attaque aux faux fournisseurs. Donc, l'objectif, en fait, du cyberattaquant, c'est d'utiliser des moyens numériques pour récupérer de l'information sur ce que fait l'entreprise, avec qui elle travaille, et à partir de là, utiliser les moyens classiques de l'escroc qui va aller récupérer de l'information sur le fournisseur, aller voir le client et se faire passer pour le fournisseur et lui dire, voilà, on a changé de RIB, est-ce que vous pouvez mettre le système à jour? Comme souvent, il y a des systèmes un peu automatiques pour mettre à jour les RIB, etc., eh bien, le comptable va être ciblé directement, va recevoir un mail qui va l'inciter à changer le RIB et il ne va pas forcément voir que c'est une arnaque, il va changer le RIB. Et forcément, quand il va payer le fournisseur, eh ben, ce n'est pas le fournisseur qui va payer, c'est le cyberattaquant. Sauf que le fournisseur, comme il n'a pas reçu le paiement, il ne va pas livrer la commande. Donc, on peut imaginer du matériel pour construire des hangars ou je ne sais quoi. Et à partir de là, l'entreprise ne pouvant pas construire et ne pouvant pas vendre ne peut pas gagner d'argent. Enfin, vous voyez, c'est un cercle vicieux. Donc, il y a des entreprises vraiment qui se sont retrouvées en grande difficulté par rapport à des attaques financières. Donc, alors en 2019, déjà, il y avait une hausse des attaques et on estimait que la facture pour la France s'élevait à presque 9 millions d'euros. Donc, on voit que ça coûte très cher à nos entreprises. Donc, je vous ai dit sur le monde entier, on est à 1000 milliards. Parce que les très grosses entreprises, ça leur coûte très, très cher. Quand elles ont une attaque, elles ont beaucoup de choses à remettre en place et ça a un coût très important. Donc, je vous ai mis quelques exemples. Donc, par exemple, un groupe agroalimentaire, donc là, c'est tout récent, hein, c'était il y a quelques jours. Donc, je vous dis, les attaques, c'est un peu tous les jours. Donc là, ils ont sûrement eu un ransomware. Ils ne le précisent pas, mais en général, quand ils travaillent en mode dégradé, ça veut dire que les systèmes ne fonctionnent plus. Pourquoi ils ne fonctionnent plus? Parce qu'il y a eu un rançongiciel. Donc là, on est dans de l'entreprise un peu industrielle. Et donc, elle a besoin des systèmes informatiques pour pouvoir produire. Et là, elle ne peut plus produire. Donc, à chaque fois, ce genre de choses se traduit par une perte d'exploitation qui va coûter cher à l'entreprise. De la même façon, on a eu il y a quelques mois les laboratoires Fabre qui ont été touchés. Et là, ils avaient carrément fermé des sites, ils ne pouvaient plus produire non plus. Donc, on voit que c'est quand même de plus en plus récurrent. On a eu Ledger, donc c'est un système de portefeuille pour la crypto-monnaie, qui s'est fait voler sa liste de clients il y a quelques années et qui continue. En fait, les clients sont contactés par les cyberpirates qui leur envoient des fausses clés Ledger. Le client forcément fait confiance et se fait voler quand il connecte la fausse clé Ledger, il se fait voler tout son portefeuille de crypto-monnaie. Donc, voilà, en plus, on voit, alors en termes d'image, en termes de durée de l'attaque, c'est assez effrayant. On voit aussi, alors il y avait des stats justement sur la part, donc vraiment les ransomware, là, ont encore explosé en début d'automne. Et là, vous avez la
partie orange foncé. Donc là, on est sur janvier. Hein. Donc, vous voyez, là, on était en janvier. Il y avait un peu moins de ransomware. La France, c'est la partie orange foncé. Et on voit que ça monte, qu'il y a des grosses phases d'attaque. Donc, en fait, il y a une pression en permanence des attaques par rançongiciel. Et puis, je vous ai mis un autre… Alors, c'est difficile à trouver, hein, les cyberescroqueries, parce que les entreprises n'aiment pas trop en parler. Donc, celle-là, elle est un peu ancienne, mais elle est assez effrayante. Elle date de 2016, pardon. C'est un bailleur social dans le nord de la France. Et en fait, les cyberattaquants ont ciblé la comptable, une personne de la comptabilité. Se sont fait passer pour le directeur. Donc, on peut imaginer que c'est une entreprise avec pas mal de monde, donc tout le monde ne se connaît pas, en tout cas personnellement. Donc, c'est un bailleur social, hein, il est habitué à construire des bâtiments. Et donc, ils ont prétexté un projet un peu secret dans les pays de l'Est, et donc qu'il fallait faire des virements et pour commencer à démarrer ce projet. Et donc, ils avaient vraiment tout bordé. Et donc, la personne qui était à la comptabilité n'a pas vu de problème pour faire les virements. Et il y a eu 23 virements de 400 000 € avant que quelqu'un se rende compte de quelque chose. Donc là, c'est vraiment assez édifiant comme cas. Et donc là, ce qui est important à voir, c'est que l'organisation dans l'entreprise est vraiment très importante pour lutter contre ce genre d'attaque. Ce n'est pas une réponse technique qui va aider à éviter ça. C'est vraiment une réponse organisationnelle avec des chaînes de vérification quand il y a des demandes des demandes de virement, de changement de RIB, etc. Et alors, en fait, on peut s'inquiéter des risques à plus grande échelle, puisqu'aujourd'hui, les villes sont connectées. Donc, on parlait de big data, on parlait aussi de tout ce qui est nouvelles normes au niveau des villes, du travail qu'il y a entre les pays par rapport aux interconnexions, à la volonté d'être sur la smart city. Sauf que ça implique un certain nombre de problématiques. On peut imaginer que si la ville est entièrement connectée, eh bien, si des attaquants peuvent l'atteindre, ils vont pouvoir d'abord peut-être extraire énormément de données par rapport à juste une attaque sur une entreprise, donc beaucoup de données personnelles, beaucoup de données stratégiques et puis aussi des données technologiques. Ils peuvent détourner des ressources à leur profit. Ils peuvent créer des attaques physiques. Donc, on va le voir après, mais il y a eu des attaques sur des sociétés de traitement de l'eau, sur des sociétés de distribution d'électricité, etc. Donc, on voit qu'une attaque qui va être dans le monde numérique va avoir une répercussion dans le monde physique. Je vous l'avais déjà dit tout à l'heure, mais on le voit à différentes échelles. Et alors, on peut imaginer qu'au niveau d'une ville, c'est vraiment catastrophique. Et puis, ça peut paralyser la ville, tout simplement. En fait, la première attaque qui a eu lieu de ce type-là était en 2007 sur la ville de Tallinn, en Estonie, qui était très avant-gardiste sur le fait d'être connecté, mais par contre, qui n'avait pas mis en place toutes les précautions pour se prémunir d'une cyberattaque, et la ville a été entièrement paralysée. Les gens ne pouvaient plus retirer d'argent dans les distributeurs bancaires, ne pouvaient plus aller à la mairie demander des informations. Ils ont un système de carte d'identité numérique, plus rien ne fonctionnait. Ça a été vraiment… ça a été terrible. Et en même temps, ça a été une prise de conscience au niveau mondial qui avait un vrai risque au niveau physique, au niveau… de faire de la Smart City, c'était très bien, mais qu'il fallait vraiment prendre des précautions. Donc, ça a d'ailleurs donné lieu à des accords du nom de la ville de Tallinn, c'est une attaque qui est très connue par rapport à ça. Malheureusement, il y a quand même des attaques qui continuent et qui arrivent à atteindre. Alors, peut-être pas au niveau de la ville, si, puisque là, c'était en février dernier, il y a la ville d'Angers qui a été touchée. Alors, les communes, vous avez dû en entendre parler, ont été régulièrement touchées.
Mais par contre, ça avait plus ou moins d'impact. Donc, des fois, c'était juste le site de la ville qui était touché, mais la commune pouvait continuer à fonctionner. Dans le cas d'Angers, là, il y avait plein de services que propose la ville qui ne fonctionnaient plus du tout. On a eu les hôpitaux qui ont été beaucoup touchés. Il y a même un décès qui a été imputé à une cyberattaque contre un hôpital en Allemagne. Vous le savez, hein, dans les hôpitaux aujourd'hui ou dans les cliniques, bien entendu, il y a le système d'information classique, mais il y a tout un système d'information entre guillemets industriel avec des machines qui font des analyses, des machines qui font des machines à oxygène, enfin tout un ensemble d'appareils souvent qui sont connectés pour pouvoir être monitorés, etc., à distance. Et effectivement, ça pose un gros problème si des pirates arrivent à les atteindre. On a là, c'est pareil, hein, il y a quelques jours, le métro de Toronto qui a été complètement paralysé par une attaque de ransomware. Donc souvent, effectivement, c'est des attaques de ransomware. Comme ça chiffre les machines, il n'y a plus aucun programme qui fonctionne derrière. Et donc là, l'article indique que les conducteurs de train ont été obligés d'utiliser des systèmes de radio pour pouvoir continuer à circuler en mode très dégradé et pour ne pas prendre de risque de collision. Donc, on voit que le risque au niveau de la ville est déjà présent. Hein. Ce n'est pas juste une vue de l'esprit. Donc, alors, je n'ai pas toutes les dates. Le groupe pétrolier Aramco, ça date de 2012. Mais voilà, on a des systèmes industriels qui sont touchés depuis longtemps. Et malheureusement, vous voyez, en Floride, il y a eu une cyberattaque contre une entreprise d'eau potable en essayant de manipuler la composition chimique, ce qui faisait que l'entreprise ne pouvait plus ajouter des produits dans l'eau de façon inappropriée et risquait de rendre l'eau non potable. Donc, ça a été détecté à temps et corrigé, mais c'est quand même assez inquiétant. Et en Ukraine, une cyberattaque avait provoqué une coupure d'électricité. Donc, c'est un peu ancien, je n'ai pas remis la date, mais c'était il y a quelques années. Mais voilà, on voit que les attaques sur les systèmes industriels, sur la ville et les systèmes qui sont reliés à la ville réussissent. Donc, en France, heureusement, on n'en a pas trop vu jusqu'à maintenant, ou alors elles ont été bloquées suffisamment tôt. Mais bon, c'est quand même… ça pose question et ça veut dire qu'il faut vraiment aller plus loin dans la prise en compte de la sécurité des données et dans la façon dont on travaille. La sécurité doit faire partie de notre réflexion, quel que soit le domaine où on est. En fait. Ça n'est pas… ce que j'essaie de vous montrer, c'est que ça n'est pas réservé aux gens qui sont des experts en cybersécurité. Tout le monde doit se poser des questions par rapport à la sécurité des données. Alors après, évidemment, à son niveau, et puis il ne faut pas hésiter à interroger des gens qui sont des experts, mais il faut vraiment le prendre en compte, quel que soit le projet sur lequel on travaille. Alors, il y a des choses, hein, et je vous donnerai après des liens pour vous informer. Il y a eu ce poster-là de la CNIL sur le comportement sur les réseaux sociaux. Alors, c'est peut-être, à destination d'un public un peu plus jeune, mais bon, ça sert toujours de rappeler les bonnes pratiques. Alors, la première, c'est réfléchir avant de publier sur Internet. Parce qu'à partir du moment où vous publiez quelque chose sur Internet, ça vous échappe. Hein. Par exemple, il y a les stories là, sur Snapchat. Oui, la story, elle disparaît au bout d'un certain temps. Simplement, si quelqu'un l'a capté en l'enregistrant, en fait, ça ne disparaît pas, tout compte fait. Vous n'avez pas la garantie que ça va disparaître. Et donc, quand on publie des choses sur Internet, ça peut ressortir. Et typiquement, il faut savoir que les recruteurs vont sur les réseaux sociaux des personnes qui candidatent à des postes. Et donc, si les gens ont laissé un profil très public et avec des choses pas trop valorisantes,
eh bien, ça peut les desservir et les bloquer par rapport à un futur recrutement. On a un exemple, alors maintenant qui est un petit peu ancien, mais d'une personne qui avait postulé dans une entreprise et qui avait accepté, ça devait être sur Facebook, hein, la recruteuse dans son réseau social. Et en fait, elle avait estimé que, enfin, cette personne qui postulait, hein, en sortant de l'entretien, avait estimé que ça s'était mal passé, elle n'était pas contente et elle a, disons, écrit des messages pas très, enfin, des messages un peu agressifs et peu respectueux sur son réseau social, oubliant totalement qu'elle avait accepté la recruteuse dans son cercle. Et donc, celle-ci, évidemment, a répondu. Enfin voilà, il faut faire attention. On oublie parfois le fait que c'est sur Internet, on ne voit pas les gens en face de soi et on oublie que les gens sont là et donc ils peuvent lire ce qu'on écrit ou voir nos images. Alors, attendez. Ah oui, bien sûr, d'accord. Donc, je me dépêche de finir. C'était ça le message, d'accord. Donc voilà, donc vous avez les conseils, c'est ne dites pas tout, créez-vous plusieurs adresses email, une adresse email pour les choses importantes, une adresse email pour les choses plus loisirs, etc. Attention à vos photos, attention à vos mots de passe. Bon, voilà. Et respectez les autres sur Internet. Voilà. Vous avez aussi cette petite campagne de cybermalveillance que moi, j'aime beaucoup. Surtout là, cher cambrioleur, je suis actuellement en vacances. C'est effectivement un des effets. Les gens qui mettent sur Facebook, je pars à l'autre bout du monde pour un super voyage. Bon, attention. Moi, j'ai un cas particulier que je remarque sur LinkedIn, c'est que souvent, les gens sont en recherche d'emploi, mettent leur CV et ils vous mettez votre adresse personnelle et votre numéro de téléphone personnel. Il n'y a aucune raison de faire ça. Demandez aux gens de vous contacter par message privé, mais ne mettez pas ce genre d'informations. Vous ne savez pas en fait qui est sur Internet, qui est sur LinkedIn et donc qui voit là, pour le coup, vraiment vos données très personnelles. Alors, je me dépêche de finir. Vous avez un MOOC de l'ANSSI, je vous dirai où le retrouver tout à l'heure. Je vous conseille vraiment de faire ce MOOC. Il y a, je crois, 4 domaines. Il est vraiment très bien fait. On comprend bien les enjeux de la cybersécurité. Ça va vous donner un vernis cybersécurité et surtout, vous pourrez le mettre dans votre CV, ce qui vous donnera une valeur par rapport à un futur recruteur. Et puis, si vous vous posez des questions sur la cybersécurité, mais pas à un niveau trop technique, vous pouvez consulter le livret de l'ANSSI, la cybersécurité pour les TPME en 12 questions. Vous avez quand même déjà pas mal d'éléments de sécurité que vous pouvez plus ou moins vous appliquer à vous-même. Et donc, voilà, moi, juste pour faire un petit point, je travaille sur un projet de centre régional cybersécurité dont l'objectif est d'accompagner les entreprises régionales pour qu'elles se sécurisent et qu'elles sécurisent les produits et aussi qu'elles répondent aux besoins de notre écosystème cybersécurité qui, lui, est très riche et qui, par exemple, a des grosses difficultés à recruter. Donc, on fait un travail aussi pour essayer de mettre en avant les métiers de la cybersécurité et de mettre en avant les formations. On a un portail qui s'appelle cyberrock.com où vous allez pouvoir retrouver pas mal d'informations que je vous ai données. Il y a un diagnostic en ligne, il y a la communauté de la cybersécurité en Occitanie avec, alors il n'y a pas encore tous les acteurs, mais on est en train de le remplir. Mais surtout, vous allez trouver la liste des événements de cybersécurité qu'on a sur la région. Vous allez trouver les actualités, les métiers, les formations. Vous retrouverez le MOOC de l'ANSSI et le guide dont je vous ai parlé en explorant un peu les nombreuses rubriques du portail. Et donc, je vais m'arrêter là pour les questions. Merci Caroline pour votre intervention et pour cette conférence. Et donc maintenant, ceux qui souhaitent poser des questions. Vous avez des questions? Ah, voilà. C'est parti pour les questions. Alors,
je lis la question. Hein. Je ne sais pas si vous voulez que je la lise à haute voix. Je pense que tout le monde la voit, non? Alors, les exemples de métiers dans la cybersécurité. Alors, des exemples de métiers, il y en a plusieurs. Alors, si vous allez sur le portail, vous allez dans la rubrique « Se former » et vous verrez, on a mis les métiers. Tout simplement, ça a été facile parce que l'ANSSI a fait tout un guide sur les métiers, justement, parce que l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, et elle a bien identifié qu'il y avait un problème de recrutement et qu'il y avait un grand besoin des entreprises. Et donc, elle a fait ce travail pour que les gens puissent identifier les métiers. Et c'est très important, votre question, parce que souvent, la vision des personnes, c'est que les métiers de la cybersécurité, c'est ultra technique. Il faut être cryptologue, voilà. Alors, ce n'est pas vrai. Donc, oui, bien entendu, il y a des profils qui sont très techniques au sens informatique, mais il y a des profils qui sont très techniques au sens mathématique, et il y a des profils qui sont très techniques au sens politique, justement. Je pense aux gens qui font de la threat intelligence. Donc, la threat intelligence, ça consiste à étudier ce qui se passe dans le monde, à étudier les groupes de hackers par des voies d'information, à voir leur comportement, à comprendre les relations géopolitiques entre les pays, où sont les hackers, qui les hébergent, comment ils échangent de l'information, enfin comment ils exploitent certaines failles politiques, justement. Donc, typiquement, la threat intelligence, bien entendu, il faut avoir compris les attaques informatiques, mais il ne faut pas être un expert informatique, il faut plutôt être justement un expert géopolitique. Donc, on a des métiers comme le responsable de la sécurité des systèmes d'information, vous en avez peut-être entendu parler, c'est le RSSI. Le RSSI, son travail, c'est le chef d'orchestre de la sécurité dans l'entreprise. Et la sécurité, vous l'avez compris peut-être par rapport à tout ce que je vous ai dit, elle repose sur des solutions techniques, mais elle repose sur une organisation au sein de l'entreprise, sur une prise en compte de la sécurité, sur une sensibilisation des personnes qui sont dans l'entreprise, sur un niveau, j'ai envie de dire, d'accréditation de chacun par rapport à l'information, sur un respect du règlement, des lois, sur une charte informatique. Enfin, il a besoin d'avoir un profil justement qui est très varié et pas seulement technique. Il a souvent besoin d'avoir une bonne connaissance des outils, une bonne compréhension, par contre, des nouvelles technologies pour pouvoir bien intégrer des solutions dans sa société, mais il a besoin d'avoir un profil assez varié. Et puis après, il y a aussi toute la partie juridique. Les avocats aujourd'hui ont besoin de se spécialiser sur ces domaines-là, les juristes. Enfin, voilà, on a vraiment des métiers très différents et qui requièrent des compétences très différentes. Alors, normalement, les entreprises commerciales n'ont pas le droit d'acheter des données volées par les hackers, mais on n'en est pas sûr. Après, une entreprise qui ferait ça, si on peut le prouver, elle va se retrouver au tribunal parce que c'est totalement interdit. Alors, les gendarmes, alors là, je réponds à la question, est-il possible de remonter au hacker lorsqu'on a subi une attaque? En tout cas, nos services de police, nos services de renseignement essayent de le faire. On a vraiment des services en France qui sont très performants. On a un commandement cyber qui va un petit peu organiser tout ça. La douane a un gros service d'experts et c'est eux souvent qui démantèlent les plateformes internationales avec le concours de la gendarmerie, le concours de la police et d'autres services de renseignement qui ont ces profils. Là, vous avez la DGSI qui a mis en ligne un portail. Donc, c'est assez intéressant parce que souvent, les services de renseignement voulaient être un peu discrets, mais comme ils ont besoin de recruter, ils ont besoin de passer un peu à une échelle différente, eh bien, ils ont mis en ligne un portail et ils mettent en ligne des profils qui témoignent et qui sont des profils cyber. Je les ai mis dans la page actualité, mais je dois refaire la page sur la DGSI et je remettrai tous ces éléments-là très bientôt. Donc, il y a des éléments que vous allez trouver sur le portail et il y a des nouveaux éléments qui arriveront. D'ailleurs, je vais travailler sur une page à destination des jeunes parce qu'il y a un certain nombre d'outils qui existent sur Internet pour les plus jeunes, pour les adolescents, bon, peut-être pas pour les étudiants, mais on peut essayer de collecter de l'information qui serait dédiée aux étudiants et qui vous donnerait des éléments. Et donc,
Vous pouvez vous inscrire à la newsletter de Cyberrock et comme ça, vous serez au courant quand la page sera en ligne. Ah oui, il est 20 h, j'ai beaucoup parlé. Je suis désolée. Pas de problème. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, tout le monde a faim, je comprends. Ah, il y en a une. Ah non, aucune question. Oui, alors rajouter un peu plus de technique et de vocabulaire, ou de protéger son entreprise. Alors en fait, je vous conseille d'aller sur le guide que je vous ai indiqué là alors vous avez le guide pour les TPE PME là, celui-là. Attendez, je reviens en arrière. Bon, ça je n'ai pas voulu rentrer dans le détail, mais bon. Au pire, vous le regarderez après parce que je vous passerai la présentation. Donc, il y a ce guide-là et après, il y a un guide d'hygiène, mais lui qui contient 42 règles. Donc, c'est un peu plus technique. Mais pour se protéger, alors, en tout cas, ce qu'on dit aux entreprises, et la première chose à faire, et c'est ce que je vous ai dit dès le départ, c'est d'abord identifier quelles sont mes données et quelles sont mes données sensibles. Ça, c'est vraiment la première chose. Parce qu'il y a des données, c'est moins important et on ne peut pas tout protéger. Et particulièrement pour une entreprise, elle a des données dans tous les sens. Donc, on peut imaginer, par exemple, elle a un catalogue de produits à vendre. Le catalogue de produits à vendre, ce n'est pas confidentiel. Par contre, ce qu'elle veut peut-être, c'est que les gens ne puissent pas le perturber ou indiquer des mauvais prix. Mais ce n'est pas confidentiel. Par contre, sa stratégie de développement marketing ou des choses comme ça c'est un peu plus confidentiel puisque un concurrent pourrait lui voler et gagner des marchés ou lui voler ses clients. Bon, je prends un exemple un peu simple, mais voilà. Donc, la première chose, c'est d'identifier ces données. Ensuite, c'est de se faire accompagner par une entreprise qui est experte en sécurité. Alors, il y a deux choses. Il y a les entreprises qui installent les réseaux informatiques et qui les sécurisent. Et donc, ce qui est important pour une entreprise, c'est que quand elle a un infogéreur, souvent on appelle ça un infogéreur, qu'elle s'assure que cet infogéreur a une vraie culture de la sécurité. Ça, c'est la première chose. Ou bien elle a internalisé la compétence et elle a un administrateur système qui fait de la sécurité. Mais un gros défaut des entreprises, c'est de mettre un serveur, des ordinateurs, de bidouiller un truc avec un stagiaire et de travailler comme ça. Et ça, c'est une énorme erreur. Il faut vraiment investir sur l'informatique et s'assurer qu'on a sécurisé, que le système est sécurisé et qu'on travaille soit avec de la bonne compétence en interne, soit avec un prestataire qui fait de la sécurité. Et après, on a d'autres prestataires qui, en plus, sont capables de tester la sécurité et de vraiment donner des conseils pour augmenter le niveau de sécurité. Mais pour moi, une entreprise, elle ne peut pas se sécuriser tout seul. Il faut qu'elle aille demander, qu'elle travaille avec des partenaires pour avoir un bon niveau de sécurité. Alors, très bonne question. Comment on soutient ces initiatives de cybersécurité métier? Du coup, je vais mettre la dernière diapo parce que je ne voulais pas trop rentrer dans les détails, mais voilà. Dans le projet de centre cybersécurité, il va voir le jour là en janvier-février 2022. Ce qu'on veut, c'est offrir un espace où les gens peuvent poser des questions, trouver des solutions, se réunir pour s'interroger sur différentes thématiques. Donc, il y a le problème de la sécurisation des entreprises. Comment on se sécurise, comment on identifie les problématiques qu'on a dans son entreprise. Donc, si vous allez sur le portail, vous allez voir qu'il y a un diagnostic. Donc, déjà, vous pouvez essayer de faire le diagnostic pour voir un petit peu quelle est votre perception de la sécurité et est-ce que vous vous posez les bonnes questions. Dans votre cas, vous avez dans le diagnostic, en fait, le diagnostic, on l'a décliné sous 3 formes. La forme où l'entreprise, elle a un réseau informatique qui lui est propre, avec un département où il y a de la compétence informatique, en tout cas. Donc, ils gèrent tout en interne. Bon, on peut penser que les entreprises qui sont comme ça, malgré notre diagnostic va les intéresser, mais
ils sont quand même compétents, donc ils sont capables de mettre en place les bonnes choses. Après, il y a l'entreprise qui a un système d'information en interne, mais par contre, enfin un réseau informatique, pardon, c'est pas tout à fait pareil, mais qui par contre délègue la sécurité à une entreprise tierce. Donc là, c'est intéressant, on lui a dédié une forme du diagnostic pour qu'elle se pose certaines questions, surtout par rapport aux prestataires. Et enfin, on a le cas des nouvelles entreprises et quelque part, vous pouvez vous identifier à eux. Ce sont toutes les startups qui ont 2-3 PC et un hébergement dans le cloud. Donc, ils n'ont pas de système informatique propre, ils ont juste des ordinateurs un peu partout. Donc, ils n'ont pas de ce qu'on appelle un LAN, hein, donc ils n'ont pas de réseau interne. Ils sont directement sur Internet et ils ont justement particulièrement des questions à se poser. Et donc, ça peut être intéressant pour vous de faire ce diagnostic et de vous rendre compte un petit peu de comment vous positionnez par rapport à ça. Donc, voilà. Quand on a travaillé avec l'écosystème, on s'est rendu compte que notre écosystème cybersécurité avait des besoins et particulièrement, ils avaient besoin de recruter. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait tout un travail sur l'emploi et les formations. On a déjà mis on a mis en avant le panorama des métiers de l'ANSSI pour que les gens puissent voir un peu la diversité des métiers. On met en avant aussi les formations qu'il y a en région et on est en train de travailler pour améliorer cette perception des formations, pour voir peut-être ce qui manque en région et comment on peut répondre aux besoins des entreprises qui ont justement besoin de recruter. Et on met en avant le portail Digital Skills qui permet de mettre en relation des personnes qui cherchent des profils sur la région Occitanie et des personnes qui veulent être recrutées et donc qui peuvent déposer leur CV. Ça sert aussi pour la mise en relation des alternants et des stagiaires. Donc, on veut, donc cette plateforme Digital Skills, elle s'adresse à tout le monde digital, mais nous, on veut faire monter la partie vraiment cybersécurité sur cette plateforme. Et on est en train de faire des études et tout, donc on aura des publications très bientôt sur ce sujet. Ah oui, et donc juste un point. Donc vous voyez sur ma planche là que bon, il y a la partie innovation, on soutient les entreprises pour qu'elles innovent en cybersécurité. Et puis surtout, on va créer un CSIRT, un centre de réponse à incidents au courant 2022, suite au plan de relance qu'il y a eu et qui donne un budget pour la cybersécurité. Donc on sera d'autant plus proches pour les entreprises, mais des personnes, des particuliers pourront aussi nous appeler s'ils ont besoin d'informations lorsqu'ils subissent une attaque. Et je ne vous cache pas que c'est déjà arrivé que des personnes nous contactent parce qu'ils avaient subi une attaque et ils ne savaient pas quoi faire. Donc, j'en profite. Vous avez une page en cas d'attaque sur le portail et quand vous êtes attaqué, il y a des cas où vous pouvez porter plainte. Vous avez le lien sur la page pour vous dire dans quel cas vous pouvez porter plainte. Il ne faut pas hésiter à aller voir les services de police ou de gendarmerie pour porter plainte et pour vous faire accompagner. Très bien, donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer cette conférence. Merci beaucoup, Caroline, pour merci à vous. Questions. Merci aux participants. Donc, on diffusera les slides de cette conférence aux personnes ayant participé ce soir. Et dans le cadre donc, du cycle de conférences, comme je disais au départ, le cycle de conférence de la formation certificat Big Data, on propose une conférence le mois prochain, donc le 14 décembre, enfin une table ronde le 14 décembre autour des éthiques des algorithmes. Donc pour ceux qui seraient intéressés, vous êtes invités à participer. C'est très prometteur. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute et pour cette soirée.